Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Ce fascicule d'exercices va illustrer votre cours par l'intermédiaire de deux types d'exercices. Les premiers sont constitués des TD 1 à 4, donc qui possèdent des exercices corrigés, c'est-à-dire que vous avez une page consacrée à l'énoncé et sur la page suivante la correction. Dans un deuxième temps, vous avez une partie entraînement qui contient des exercices sans correction et qui vous seront corrigés lors de la séance de TD. Je tiens à insister sur le fait qu'il est important que vous fassiez vous-même ces exercices avant de regarder la correction pour pouvoir apprendre à réfléchir. D'autre part, même si votre examen est sous forme QCM, il est important d'apprendre à rédiger vos exercices puisque vos raisonnements faits lors des exercices seront exactement les mêmes raisonnements qui seront demandés lors du concours. Donc on va voir un premier TD qui sera constitué de logarithmes et d'exponentiels, donc on reverra ces deux fonctions de base. Le deuxième TD, on fera quelques exercices sur des dérivés et des différentiels pour une fonction d'une variable. Ensuite, nous reverrons les études de fonctions. Et le dernier TD sera dédié aux dérivés et différentiels de fonctions de plusieurs variables. Et la cinquième partie est constituée d'exercices complémentaires qui sont corrigés lors de la séance de TD. Donc on va commencer par les logarithmes et les exponentiels. Donc là, ce premier exercice a vraiment pour objectif de vous faire quelques petits rappels sur les logarithmes, juste comment les réutiliser, là rien de bien compliqué. Donc avant de commencer, je vous rappelle que le logarithme d'une certaine valeur x dans une base b va se réécrire sous la forme ln de x sur ln de b avec le ln qui représente le logarithme népérien. À ce niveau-là, on vous demande de calculer le logarithme en base 3 de la valeur 10, donc c'est ln de 10 sur ln de 3. Pareil, le logarithme de 27 en base 5, ça sera ln de 27 sur ln de 5. Le logarithme de 2 en base 11 est donc égal au ln de 2 sur ln de 11. Et pour finir, on peut calculer le logarithme en base pi de la valeur 15. Donc vous voyez qu'ici, pour une base, on n'est pas obligé d'avoir une valeur entière. Ça sera tout simplement ln de 15 sur ln de pi. Donc vous voyez, là, rien de compliqué, c'est juste des petits rappels. Donc le deuxième exercice a pour but, dans ce cas-là, de faire manipuler les logarithmes dans différentes bases et de simplifier vos calculs, étant donné que vous n'aurez pas droit à la calculatrice lors du concours. Donc si on vous demande dans un premier temps quel est le logarithme de 81 en base 3, vous allez calculer ln de 81 sur ln de 3. Pensez bien à toutes les simplifications possibles que vous pouvez faire grâce aux propriétés du logarithme. Donc par exemple, 81 c'est 3 exposant 4. Vous savez que ln de 3 exposant 4, ça sera égal à 4 fois ln de 3. Ensuite, vous pouvez simplifier le ln de 3 et il vous reste donc la valeur 4. Pour le deuxième, ça va être exactement la même application. On vous demande de calculer le logarithme de 16 en base 2. Donc ça sera ln de 16 sur ln de 2. 16, ça sera 2 exposant 4. Donc le logarithme de 2 exposant 4 peut encore se réécrire sous la forme 4 donc divisé par ln de 2, vous obtenez donc ici 4. Donc vous voyez qu'ici, ces deux logarithmes décrits dans des bases différentes vont avoir la même valeur. Donc enfin, pour finir, on vous demande quel est le nombre dont le logarithme est moins 2 dans la base 4. Donc là, ce que l'on cherche à résoudre, c'est l'équation suivante, le logarithme de z en base 4 qui est égal à moins 2, en voulant trouver la valeur de z. Donc ça, on le réécrit sous la forme de logarithme népérien. Ln de z sur ln de 4 va être égal à moins 2. Donc ln de z est égal à moins 2 ln de 4. Z sera donc égal à exponentielle moins 2 ln de 4, par passage à l'exponentielle dans les deux membres. Au bout du compte, comme l'exponentielle et le ln sont des fonctions réciproques, vous obtenez que z va être égal à 4 exposant moins 2, ce qui serait écrit encore un 16e. Donc le dernier exercice d'entraînement va être le suivant. On vous demande de démontrer deux formules. Donc on va commencer par la première. Donc ce que l'on veut calculer, c'est l'expression du logarithme de 7 en base 2 fois le logarithme de 7 en base 3, plus le logarithme de 7 en base 3 fois le logarithme de 7 en base 5, plus le logarithme de 7 en base 2 fois le logarithme de 7 en base 5. Donc la première étape à faire, c'est de mettre en facteur
les logarithmes de 7 en base 2, 3 et 5. Donc vous obtenez l'expression suivante. Ensuite, je vous rappelle que le logarithme de b en base a, vous pouvez le réécrire ln de b sur ln de a. On va appliquer cette formule à la parenthèse, ce qui est entre parenthèses, ce qui vous donne l'expression à l'intérieur de la parenthèse, ln de 5 sur ln de 7, plus ln de 2 sur ln de 7, plus ln de 3 sur ln de 7. Maintenant, on va tout regrouper ce qui est sur le même dénominateur. Et lorsque vous voulez faire la somme ln de 5 plus ln de 2 plus ln de 3, donc on applique la propriété des logarithmes qui nous dit que ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b. Donc au numérateur, la somme va devenir ln de 5 fois 2 fois 3 qui est égal à ln de 30. Donc au final, la fraction va s'écrire ln de 30 sur ln de 16, ce qui s'écrit encore 1 sur le logarithme de 7 en base 30. Donc pour la dernière petite formule, ici, on demande de calculer le logarithme de x en base a exposant n. Donc on passe par les valeurs népériennes, donc ln de x sur ln de a exposant n. Or vous savez que le logarithme népérien de a exposant n, ça va être égal à n ln de a. Donc ce qui est écrit sur la deuxième partie de l'équation. Donc au bout du compte, ce que vous obtenez, c'est 1 sur n. Et ensuite, ln de x sur ln de a, c'est égal au logarithme de x en base a. Donc maintenant, on va passer à des choses un peu plus concrètes. On va essayer de résoudre les équations qui vous sont données, tout le temps dans R. Donc on se place uniquement dans R dans ce cours. Avant de résoudre ces équations, je vais vous faire un petit rappel. Donc ici, c'est comment est-ce que l'on résout les trinômes. Donc je vous rappelle que les trinômes, ce sont des équations de la forme ax au carré plus bx plus c qui est égal à 0. En sachant qu'ici, on veut trouver la valeur de x. Donc pour résoudre votre trinôme, vous calculez votre discriminant qui est égal à b au carré moins 4ac. Ensuite, suivant ces valeurs, vous allez avoir différentes solutions possibles. Donc si ce discriminant est négatif, dans ce cas-là, vous n'avez pas de racine réelle. En revanche, s'il est égal à 0, vous aurez une racine double qui sera x égale à moins b sur 2a. Et enfin, s'il est positif, vous aurez deux racines. La première, ça sera moins b plus racine de delta sur 2a. Et la deuxième sera moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ça va énormément nous servir pour résoudre les équations qui vous ont été proposées. On part de la première, ln de x plus 1 plus ln de x moins 2 qui est égal à ln de 18. Dans un premier temps, on cherche le domaine de définition. Comme le logarithme prend des valeurs strictement positives, il faut que x plus 1 soit supérieur à 0 et x moins 2 supérieur à 0. Il faut donc résoudre ce système, ce qui revient à dire que x doit être supérieur à moins 1 et x doit être supérieur à 2. Ce qui implique que votre domaine de définition sera 2 plus l'infini. On veut résoudre l'équation ln de x plus 1 plus ln de x moins 2 qui est égale à ln de 18. On regroupe dans ce cas-là, dans le membre de gauche, les deux ln. Donc je vous rappelle que ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b. Donc on obtient ln de x plus 1 facteur de x moins 2 qui va être égal à ln de 18. Comme la fonction ln est une fonction strictement croissante, vous savez que x plus 1 facteur de x moins 2 va être égal à 18. Donc en développant, vous obtenez le trinôme x au carré moins x moins 20 qui est égal à 0. Si vous résolvez ce trinôme, vous allez calculer le discriminant et trouver 9 au carré. Ainsi, vous avez deux solutions, la première x1 qui va être égale à 5 et la deuxième x2 qui est égale à moins 4. Donc je vous rappelle que le domaine de définition étant 2 plus l'infini, moins 4 n'appartient pas à ce domaine, donc vous allez avoir une unique solution qui sera x1 qui est égal à 5. Donc on va passer à la deuxième équation. Donc toujours la même chose, on définit le domaine de définition. Donc ici, il faut que x soit différent de 0 et que x soit différent de moins 1. Donc là, vous voyez, on exclut juste ces deux valeurs puisqu'on est en valeur absolue.
Donc, vous allez obtenir que votre domaine de définition, ça sera R tout entier, privé de moins 1 et de 0. Donc ensuite, pour résoudre cette équation, on fait comme tout à l'heure. Ln de A plus B, c'est Ln de A fois Ln de B. Donc vous regroupez, on obtient Ln de x facteur de x plus 1 en valeur absolue, qui va être égal à 0. Donc je vous rappelle que 0, c'est aussi égal à Ln de 1. Le Ln étant croissant, on peut en déduire que valeur absolue de x facteur de x plus 1 qui est égal à 1. Donc là, on a une valeur absolue, c'est-à-dire que ce produit, x facteur de x plus 1, peut être soit positif, soit négatif. Donc il va falloir qu'on distingue les deux cas. Donc le premier cas, soit on va avoir x facteur de x plus 1 qui est positif et qui va être égal à 1, soit sinon, il sera négatif, donc on met le signe moins x facteur de x plus 1 qui doit être égal à 1. Donc on a deux équations à résoudre. Donc pour résoudre ces équations, on va développer. Vous allez obtenir deux trinômes, donc là on considère le premier. Donc si vous développez x facteur de x plus 1, vous allez obtenir x au carré plus x moins 1 qui est égal à 0. Donc ça c'est votre première équation. Votre delta va être égal à 5. Vous en déduisez une première racine qui va être 0,618. Une deuxième qui sera moins 1,618. Donc là c'est vos deux premières solutions. Ensuite on résout la deuxième équation. Dans ce cas-là, votre trinôme va être égal à x au carré plus x plus 1 qui est égal à 0. Delta est égal à moins 3, vous n'avez pas de racine réelle, donc au final, il vous reste pour votre équation deux solutions qui vont être x1 qui est égal à 0,618 et x2 qui est égal à moins 1,618. La troisième équation est la suivante, 9 exposant x plus 3 exposant x moins 12 égale à 0. Donc une remarque, 9 exposant x, vous pouvez le réécrire sous la forme 3 exposant 2x. Donc là, vous voyez que si on fait ce petit changement-là, c'est pour avoir un changement de variable très simple à utiliser. Si vous posez grand X qui est égal à 3 petit x, du coup votre grand X sera forcément positif. Dans ce cas-là, votre équation peut se réécrire sous la forme d'un trinôme qui sera grand X au carré plus grand X moins 12 égale à 0. Et ça, vous savez réduire ce trinôme. Donc pensez bien à utiliser ce changement de variable. Donc vous calculez delta, vous obtenez 7 au carré. Vous allez avoir deux solutions pour votre équation, qui seront la valeur 3 et la valeur moins 4. Donc grand X, je vous rappelle, est égal à 3 exposant petit x. Donc vous allez avoir 3 exposant petit x qui est égal à 3, ce qui vous implique que petit x est égal à 1. Pour la deuxième solution, elle est tout simplement impossible puisque grand X est forcément positif. Donc au final, vous avez une unique solution qui sera x est égal à 1. L'équation 4 est la suivante. X exposant racine de x est égal à racine de x, le tout exposant x, en prenant x supérieur à 0. Donc là, avant de chercher à résoudre ces équations, vous voyez qu'ici on a quelque chose, x exposant une certaine fonction. Donc comme il vous a été précisé en cours, vous passez à la forme exponentielle pour simplifier vos calculs. Donc si on passe à la forme exponentielle dans le membre de droite et le membre de gauche, vous allez obtenir exponentielle de racine de x, ln de x, qui va être égal à exponentielle de x, ln racine de x. Maintenant, votre fonction exponentielle étant strictement croissante, on peut dire que racine de x, ln de x est égal à x sur 2, ln de x. En passant tout dans le même membre, vous allez obtenir le facteur racine de x moins x sur 2 multiplié par ln de x qui est égal à 0. Donc là, vous avez deux solutions possibles. Soit ln de x égale à 0, ça va donc annuler votre équation. Soit sinon, ça sera le facteur racine de x moins x sur 2 qui va être égal à 0. Donc il faut résoudre ces deux équations. La première, ln de x égale à 0, donc ça c'est assez simple, ça correspond au terme x est égal à 1. Ensuite, pour résoudre l'équation racine de x moins x sur 2 égale à 0, dans ce cas-là, vous passez à droite le x sur 2, donc vous allez obtenir racine de x qui est égale à x sur 2. Ensuite, vous élevez au carré le membre de droite et le membre de gauche, ce qui vous donne x égale à x au carré sur 4. On repasse tout dans le même membre et vous avez un trinôme x au carré moins 4x égale à 0. Et ça, vous savez le résoudre. Si vous résolvez ce trinôme, vous allez obtenir deux solutions qui sera x égale à 0 et x qui est égal à 4. Donc pour conclure ici, vous avez trois solutions possibles, x qui est égal à 0, 1 ou 4. Or, dans votre domaine de définition au départ, on vous a dit que x était strictement positif.
Donc il vous reste plus que deux solutions, la solution x qui est égale à 1 et x qui est égal à 4. Donc maintenant on va passer à une étape un peu supérieure, donc on va résoudre cette fois un système dans R. Donc je vous ai proposé le système suivant, en faisant bien attention que vous avez x qui est supérieur à y supérieur à 1. Donc pour résoudre ce système, on va faire une petite remarque. On a vu en cours que le logarithme de y en base x fois le logarithme de x en base y est égal à 1. Donc on peut donc en déduire ici que le logarithme de y en base x va être égal à 1 sur le logarithme de x en base y. Donc si on effectue le changement de variable en posant grand X qui est égal au logarithme de petit x en base y, on va pouvoir en déduire que le logarithme de y en base petit x va être égal à 1 sur grand X. Donc maintenant, si on reprend notre première équation, on va pouvoir remplacer les logarithmes par leur valeur en grand X et on va obtenir 4 facteurs de grand X plus 1 sur grand X qui est égal à 17. Donc si on réduit au même dénominateur et que l'on passe tout dans le membre de gauche, vous allez obtenir 4 grand X au carré moins 17 grand X plus 4 qui est égal à 0. Vous avez un trinôme à résoudre, vous calculez donc la valeur de delta. Donc dans notre cas, delta va être égal à 15 au carré. Vous en déduisez les valeurs de x1 et de x2. Donc vous allez avoir une première valeur x1 qui va être égale à 1 quart et une deuxième solution x2 qui va être égale à 4. Donc dans notre cas, on va retenir uniquement la valeur x2 car vous avez petit x qui doit être forcément supérieur à petit y. Donc ici, si vous obtenez 4 pour solution, grand X égale à 4, ça veut donc dire que le logarithme de x en base y va être égal à 4, ce qui serait écrit encore, petit x va être égal à petit y exposant 4. Donc maintenant, le système que l'on doit résoudre est le suivant. La première équation va s'écrire x égale à y exposant 4. La deuxième était x fois y égale à 243. Donc en remplaçant, vous obtenez que y exposant 5 va être égal à 243. Et je vous rappelle que 243, c'est 3 exposant 5. Donc au bout du compte, y est égal à 3 et petit x va être égal à 3 exposant 4, ce qui sera égal à 81. Donc on va finir ce chapitre sur la résolution de ces deux derniers systèmes, toujours dans R. Ce premier système qui est x au carré plus y au carré égale à 12 pour la première équation, et la deuxième c'est ln de x moins ln de y égale à ln de 2. Donc là le domaine de définition, ça sera x positif, y positif. Résoudre l'équation, dans ce cas-là, on va commencer par s'atteler à la deuxième équation. Je vous rappelle que ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Donc ici, ln de x moins ln de y, ça va vous donner ln de x sur y, qui est égal à ln de 2. Le ln étant une fonction strictement croissante, on peut en déduire que x sur y est égal à 2. Donc on va réécrire le nouveau système. Ensuite, en se servant de la deuxième équation, vous pouvez la réinjecter dans la première. Et du coup, ce que l'on obtient comme équation, ça sera x égale à 2y. Et 4y au carré plus y au carré égale à 5y au carré, ce qui est encore égal à 12. Donc au final, vous avez y au carré qui va être égal à 12 cinquièmes. Donc y va être égal à plus ou moins 2 racines de 3 cinquièmes. Et donc par la même occasion, vous aurez x qui va être égal à plus ou moins 4 racines de 3 cinquièmes. Maintenant, je vous rappelle ici que seules les valeurs positives de x et y sont admises dans votre domaine de définition. Donc en conclusion, x sera égal à 3,1 et y sera égal à 1,55. On veut donc résoudre le système x plus y qui est égal à 1, 2 exposant x qui est égal à 3 exposant y. Donc pour résoudre ce système, au lieu de garder la forme 2 exposant x qui est égal à 3 exposant y, on va passer aux exponentielles. Donc je vous rappelle que 2 exposant x est égal à exponentielle de x ln de 2 et 3 exposant y va être égal à y ln de 3. La fonction exponentielle étant strictement croissante, le système va pouvoir se réécrire sous la forme x plus y est égal à 1 et x ln de 2 qui va être égal à y ln de 3. Donc ce nouveau système, pour le résoudre,
On va introduire y qui est égal à 1 moins x de la première équation dans la deuxième équation. Donc on obtient x ln de 2 qui va être égal à 1 moins x ln de 3. Ensuite, dans la deuxième équation, on peut en déduire la valeur de x. En effet, si on regroupe les termes en x dans le membre de droite, on va obtenir x facteur de ln de 2 plus ln de 3 qui est égal à ln de 3. Ce qui peut encore se réécrire sous la forme x ln de 6 qui va être égal à ln de 3. Donc, x est bien égal à ln de 3 sur ln de 6. On remplace ensuite cette valeur de x dans la première équation et on obtient y est égal à 1 moins ln de 3 sur ln de 6, x qui est égal à ln de 3 sur ln de 6. Donc pour conclure, y est égal à ln de 2 sur ln de 6 et x égale à ln de 3 sur ln de 6. On va enchaîner maintenant avec le TD sur les dérivés et différentiels pour les fonctions d'une variable. Donc pour ce premier exercice, je vous ai mis plusieurs dérivés à calculer. Donc vous avez calculé ces dérivés-là. Pour la correction, je vais les faire défiler une à une, en sachant qu'elles ne sont pas détaillées, vous avez juste le résultat final. Donc vous pourrez poser les questions si vous avez eu des problèmes pour les résoudre lors des séances BQR. Alors la première, elle est égale à moins 3 demi racine de x facteur de x au carré plus 1, divisé par x au carré moins 1, le tout exposant 5 demi. La deuxième va être égale à x plus 2 divisé par racine de x au carré moins 1, multiplié par 2x plus 1, le tout au carré. La troisième va être égale à 2 divisé par sinus x plus cosinus x au carré. La troisième va être égale à 5 sinus carré fois cosinus carré. La cinquième va être égale à 5 x exposant 4 fois cosinus de x exposant 5. La sixième va être égale à moins 4 facteur de 4x plus 5 fois cosinus au cube de 2x au carré plus 5 fois sinus de 2x au carré plus 5x. La septième va être égale à 1 divisé par 2 racine de x cosinus carré de racine de x. La dérivée y4 va être égale à 5 sinus x exposant 4 multiplié par cosinus x qui est encore égal à 5 sinus x exposant 4 cosinus x. Donc la huitième va être égale à moins 12 x au cube fois cosinus carré de x exposant 4 divisé par sinus exposant 4 de x exposant 4. La neuvième sera égale à 3 arc cosinus 2x divisé par racine de 1 moins 9x au carré moins 2 arc sinus 3x divisé par racine de 1 moins 4x au carré. La dixième sera égale à cosinus x divisé par 1 plus sinus carré de x. Pour la onzième, vous allez obtenir après simplification 1 divisé par x en valeur absolue, racine de x au carré moins 1. Pour la douzième, vous allez obtenir 1 moins ln de x sur x au carré. La treizième, après simplification, nous donnera 1 sur sinus x. La quatorzième, toujours après simplification, vous obtiendrez 2 sur cosinus x. Pour la quinzième, on va avoir 1 divisé par 2 ln de 3, multiplié par 9x au carré plus 2x, divisé par 3x au cube plus x au carré plus 2. Pour la seizième, on va obtenir moins sinus racine de x, divisé par 2 racine de x, fois exponentielle de cosinus racine de x. Pour la 17e, on va avoir x divisé par racine de x au carré plus 1 fois exponentielle de racine de x au carré plus 1. Pour la 18e, on va obtenir après simplification ln de 2 sur x au carré multiplié par 2 exposant moins 1 sur x. La 19e s'écrira 1 plus ln de x, facteur de x exposant x, facteur de cosinus x exposant x. Et pour finir, la 20e, vous obtiendrez moins sinus x, ln de sinus x, plus cos x, le tout facteur de sinus x exposant cosinus x. Donc voilà pour ces petits entraînements. Donc maintenant, je vous donne deux fonctions. Vous allez dans un premier temps essayer de calculer la dérivée logarithmique et la différentielle logarithmique de ces fonctions. Et ensuite, vous en déduirez la dérivée et la différentielle. Donc à ce niveau-là,
Je vous rappelle que la dérivée logarithmique d'une fonction, c'est tout simplement la dérivée du ln de votre fonction. Donc, vous obtiendrez la dérivée de votre fonction f' sur f. La différentielle logarithmique, c'est la même chose. C'est la différentielle du ln de votre fonction. Donc, ça se réécrira encore sous la forme dérivée du ln de f, en valeur absolue bien sûr, fois dx, soit f' sur f fois dx. Donc ici, on reprend l'équation y1 qui est égale à x exposant k exponentielle nx fois sinus exposant mx avec x différent de 0. Donc on va calculer la dérivée logarithmique. Donc ici, il va falloir qu'on calcule la dérivée du ln de notre fonction. Je vous rappelle que la dérivée du ln, si votre ln est le produit de deux fonctions, par exemple vous avez ln de f fois b, ça sera ln de f plus ln de b. Donc dans ce cas-là, si on applique cette formule-là, votre dérivée logarithmique, qui va être égale à la dérivée de y1 sur y1, va être égale à la dérivée du ln de x exposant k, plus la dérivée du ln de exponentielle nx, plus la dérivée du ln sinus exposant m fois x. Donc vous allez obtenir au final k sur x plus n plus m cosinus x sur sinus x, ce qui vous revient à dire k sur x plus n plus m cos t de x. Donc maintenant, on va calculer la différentielle logarithmique. Je vous rappelle la formule de la différentielle logarithmique d'un produit de deux fonctions qui est f fois g. Dans ce cas-là, ça sera la différentielle du logarithme de f plus la différentielle du logarithme de g. Donc on va appliquer cette formule dans notre cas et on va obtenir que la différentielle de y1 sur y1 va être égale à k dx sur x plus n dx plus m cosinus x sur sinus x dx. Donc vous voyez qu'ici, il suffit de reprendre la définition de votre dérivée logarithmique, ce que l'on a obtenu, et de multiplier l'ensemble par dx. Donc ensuite, à partir des différentiels logarithmiques et des dérivées logarithmiques, on va pouvoir en déduire par exemple la valeur de la dérivée. Donc je vous rappelle que la dérivée logarithmique c'est y' sur y. Donc si vous voulez avoir votre dérivée, la dérivée de y1 va tout simplement être égale à y1 fois votre dérivée logarithmique. De la même manière, la différentielle logarithmique c'est la différentielle de y1 sur y1. Donc on peut en déduire simplement que votre différentiel, ça va être égal à votre valeur de y1 fois votre différentiel logarithmique. Donc maintenant on va passer à la deuxième équation qui est y2 égale à x au cube racine de 1 plus ln de x divisé par 1 plus x le tout exposant 4 en prenant x strictement supérieur à 0. Dans ce cas-là, on va calculer la dérivée logarithmique. Donc ici, votre fonction y2 est composée d'un quotient de fonction avec une fonction f sur une fonction g. Donc je vous rappelle dans ce cas-là que votre dérivée de vos logarithmes sera égale à la dérivée du ln de f moins la dérivée du ln de g. Donc si on applique cette formule-là, votre dérivée logarithmique va être égale à y'2 sur y, ce qui va encore être égal à 3 fois 1 sur x, plus 1 demi multiplié par 1 sur x, facteur de 1 plus ln de x, moins 4 fois 1 sur 1 plus x, ce qui peut encore se réécrire sous la forme 3 moins x divisé par x, facteur de 1 plus x, plus 1 divisé par 2x, facteur de 1 plus ln de x. Donc maintenant, on va calculer la différentielle logarithmique. Donc toujours dans les rappels, lorsque votre fonction est un quotient, dans ce cas-là, votre différentielle logarithmique pourra se réécrire sous la forme de la différentielle logarithmique de f moins la différentielle logarithmique de g. Donc là, pour obtenir votre différentielle logarithmique, donc la différentielle de y2 sur y2, ça sera tout simplement votre dérivée logarithmique que vous avez obtenue précédemment multipliée par dx. Donc on va pouvoir en déduire la dérivée. Donc votre dérivée de y2 va être égale à y2 multiplié par votre dérivée logarithmique. La différentielle, c'est exactement la même chose. La différentielle de y2 va être égale
à votre fonction y2 fois la différentielle. Bon, donc ici je vous ai mis un exercice d'application. Donc l'objectif de cet exercice va être le suivant. On part de données expérimentales que vous obtenez. Donc ici on va avoir deux variables, la variable t en secondes et la variable z en centimètres. Donc ça c'est ce que vous obtenez de manière expérimentale. Vous allez pouvoir en tracer une courbe. Et ce que je vais vous demander ici, c'est de pouvoir tracer la dérivée de cette fonction uniquement à partir de la courbe. Donc pour répondre à la première question, vous avez votre graphique. Donc on trace notre courbe. Donc ensuite, on veut tracer la dérivée qui est associée à cette courbe. Donc je vous rappelle que pour tracer la dérivée, vous allez devoir trouver l'abscisse et l'ordonnée de vos variables. Donc pour obtenir votre abscisse, vous allez prendre entre deux points. Donc supposons qu'on se situe entre le point t égale 0 et t égale à 1. Dans ce cas-là, votre abscisse sera obtenue en faisant 0 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire la moyenne entre ces deux points. Vous obtenez donc 0,5. Pour l'ordonnée, la formule que l'on a vue en cours, donc lorsque l'on se place entre le point t égale 0 et t égale à 1, vous avez z qui est égal à 50 et z qui est égal à 48,9. Dans ce cas-là, pour obtenir votre valeur, vous allez faire z de 48,9 moins z de 50 divisé par 1 moins 0. Donc, je vous ai rappelé la formule à gauche. Donc, dans le tableau, la troisième colonne va représenter les abscisses de votre dérivée et la dernière colonne va représenter les ordonnées de votre dérivée. Donc en bas à gauche, vous avez tracé le graphique représentant la dérivée. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire si on remet ces deux graphes en relation? Vous voyez bien ici que vous avez tracé la dérivée de votre fonction, qu'elle correspond bien. En effet, votre fonction z est croissante entre 0 et 1 et ensuite décroissante entre 1 et la valeur 10. Donc vous allez avoir une dérivée qui va être négative entre les valeurs 1 et 10, ce qui est le cas sur notre graphique. D'autre part, vous voyez que lorsque vous faites augmenter votre valeur de t, votre dérivée va tendre vers une valeur limite qui est la valeur moins 4 cm par seconde moins 1. Donc dans ce cas-là, votre courbe dérivée va avoir une asymptote qui sera à la droite d'équation z qui est égale à moins 4. Donc maintenant, je vous donne la véritable formule, donc la formule analytique de votre courbe. En fait, on sait que la loi qui est suivie par votre fonction est la suivante, z égale à 56,6 moins 4t moins 6,6 exponentielle de moins 0,6 fois t. Donc ça, c'est votre véritable fonction. Maintenant, si vous dérivez cette fonction z, vous allez obtenir moins 4 plus 3,96 exponentielle de moins 0,6t. Ça, c'est votre dérivée. Je vous ai mis dans la colonne tout à droite de votre tableau les valeurs que vous obtenez pour votre dérivée en utilisant la formule analytique. Et vous voyez que si on les compare aux valeurs que l'on a obtenues par notre méthode numérique, donc notre méthode approchée, on voit qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Donc vous avez fait une bonne approximation de votre dérivée par la méthode numérique. Dans cet exercice, on part de l'impédance Z d'une bobine qui est exprimée en fonction de l'inductance grand L et de la résistance grand R, ainsi que de la fréquence F, par la relation suivante. Donc l'objectif de cet exercice va être de comparer les variations de l'impédance en fonction des variations que peuvent subir les variables L, R et F, ainsi que de calculer les incertitudes absolues et relatives de votre fonction, calculer la variation de l'impédance lorsque R va diminuer de 100 watts, et enfin, calculer les incertitudes absolues et relatives de la valeur de grand Z, si cette fois, votre valeur grand L est connue à une valeur plus ou moins 1. Donc on repart de l'impédance de votre bobine, qui est exprimée par l'expression grand Z est égale à racine de R au carré plus L au carré fois oméga 2. Donc vous avez les valeurs initiales pour grand R et grand L. Donc si vous calculez votre impédance par cette formule,
vous allez obtenir 13 741 ohms. Maintenant, la première question, on vous dit que votre fréquence va varier. Donc on va avoir deux cas. Dans un premier cas, vous augmentez votre fréquence de 2 Hz et dans un deuxième cas, vous la diminuez de 5 Hz. Donc on peut calculer, lorsque vous augmentez votre fréquence de 2 Hz, dans ce cas-là, votre impédance sera de 14 002 ohms. Maintenant, pour trouver la variation qu'il y a eu entre votre impédance de départ et votre impédance après avoir augmenté, vous allez faire delta Z1 qui va être égal à votre valeur Z quand votre fréquence valait 52, moins votre valeur de Z quand votre fréquence valait 50, et vous allez obtenir une différence de 261 ohms. Dans le deuxième cas, lorsque vous faites diminuer votre fréquence de 5 Hz, votre impédance dans ce cas-là va valoir 13 112 ohms. Donc la variation qu'il va y avoir eu entre votre Z de départ et celui d'arrivée va être égale à moins 628 ohms. Donc on vient de calculer la valeur exacte. Maintenant on va essayer de trouver une valeur approchée en utilisant la différentielle des Z. Donc pour trouver votre différentielle des Z, ça va être la dérivée de votre fonction Z par rapport à votre variable f multipliée par df. Donc si vous dérivez, vous allez obtenir 4 pi au carré L au carré fois f divisé par racine de r au carré plus 4 pi au carré L au carré f au carré. Donc ce qui peut encore simplifier sous la forme 4 pi au carré L au carré fois f divisé par z df. Donc ensuite, sachant que votre df c'est votre variation que vous avez obtenue, donc ici on a augmenté de 2 Hz, donc ça sera plus 2. Vous pouvez, en remplaçant dans votre équation, trouver votre différentiel des Z1 qui va être égal à plus 258 ohms. Je vous rappelle que pour votre variation exacte, vous avez obtenu 260 ohms. Donc on procède de la même manière pour calculer que votre fréquence a une variation de moins 5 Hz. Dans ce cas-là, votre différentiel des Z va être égal à moins 646 ohms, alors que votre valeur exacte était de moins 650 ohms. Donc voyez bien que dans vos deux cas, vous avez obtenu une valeur approchée de votre estimation. On passe à la question petit b. On veut calculer l'incertitude absolue de la valeur grand Z si f est connu à plus ou moins 3 Hz. Donc l'incertitude absolue est donnée par la formule delta Z égale la valeur absolue de d rond Z sur d rond F fois delta F, ce qui est encore égal à la valeur absolue de dz. Donc on dérive par rapport à la variable f, les autres variables étant considérées comme des constantes. Z étant égal à r au carré plus l au carré fois 2 au carré, pi au carré, f au carré, le tout exposant 1 demi. dz étant égal à d rond z sur df fois df. Donc pour dériver par rapport à votre variable f, on va utiliser la formule u exposant n. Je vous rappelle que sa dérivée c'est n u' u exposant n-1. Donc dz va être égal à 1 demi de 2 fois 4 pi au carré L au carré F multiplié par R au carré plus 2 L au carré pi F, le tout exposant moins 1 demi fois df. Ce qui peut encore se réécrire sous la forme 4 pi au carré L au carré F sur grand Z df. Donc en remplaçant par les valeurs numériques, vous obtenez delta Z qui va être égal à 4 pi au carré fois 30 au carré fois 50 sur racine de 10 000 au carré fois 4 pi au carré fois 30 au carré fois 50 au carré, le tout multiplié par 3, ce qui est égal à 400. Donc votre incertitude absolue peut s'écrire sous la forme grand Z est égal à 13 700 ohms plus ou moins 400 ohms. Donc, on veut donc calculer maintenant l'incertitude relative. Donc je vous rappelle de votre valeur Z si f est connue à plus ou moins 3 Hz. Donc l'incertitude relative est donnée par la formule delta Z sur Z. Donc la valeur de Z égale
13 741,4133 ohms. Delta Z, c'est la valeur qu'on vient de calculer précédemment. Donc quand vous faites votre quotient, vous obtenez 0,03. Donc votre incertitude relative sera égale à 3%. Donc ensuite, on passe à la variation de la résistance. Donc cette fois, c'est plus F qui varie, mais c'est R. Vous avez delta R qui est égal à moins 100 ohms. Donc on calcule la variation exacte. Donc vous allez calculer votre variation delta Z quand vous allez avoir votre grand Z avec une résistance R qui a diminué de 100 ohms, moins votre impédance Z lorsque vous aviez la résistance de départ. Donc vous obtenez moins 72,60. Donc ensuite, si on veut calculer la variation approchée grâce à la différentielle, cette fois pour votre dz, ça sera égal à la dérivée de votre fonction z, mais par rapport à la variable r, puisque c'est r qui va subir une variation, et ensuite multiplié par dr. Donc là, en simplifiant vos calculs, vous allez obtenir grand R sur z fois dr. Je vous rappelle que dr c'est moins 100 ohms, donc votre différentiel dz, ça sera moins 72,77. Donc vous voyez que comme pour la question A, on a encore une estimation qui est proche de la réalité. Donc au bout du compte, delta z va être égal à moins 72 ohms. On veut donc calculer maintenant l'incertitude absolue et relative de la valeur de grand Z, si elle donc a une incertitude. Donc je vous rappelle, l'incertitude absolue delta Z, c'est la valeur absolue de dz sur dl fois delta L. Donc ici, les autres variables sont considérées comme des constantes et c'est L qui varie. Donc lorsque vous dérivez votre fonction Z par rapport à L, vous allez obtenir 4 pi au carré f au carré L divisé par racine de r au carré plus 4 pi au carré L au carré f au carré fois dl, ce qui peut encore se réécrire sous la forme 4 pi au carré f au carré L sur grand Z fois dl. Donc dz va être égal à plus ou moins 215,47 ohms. Donc delta Z va être égal à 300 ohms. Je vous rappelle qu'on utilise toujours l'unité supérieure. Donc votre incertitude absolue sera grand Z est égal à 13 700 plus ou moins 300 ohms. Donc maintenant, si on s'intéresse toujours à grand Z, mais cette fois à son incertitude relative, je vous rappelle que la formule c'est delta Z sur Z. Donc pour Z, vous aviez 13 741 et des poussières. Donc delta Z, vous venez de le calculer précédemment. Quand vous faites ce rapport, delta Z sur Z, vous obtenez 300. On en a donc fini avec ce deuxième TD. On va maintenant passer au TD étude de fonctions. Donc je vous donne deux fonctions, y1 et y2, pour lesquelles vous allez me calculer le sens de variation et faire la représentation graphique. Donc on me fait une belle étude de fonctions. Pour ça, il va falloir respecter plusieurs règles. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est que vous donniez son domaine de définition. Donc ici, pour que cette fonction y1 soit valide, il faut que x soit supérieur à 0 à cause du logarithme et que x soit différent de 0 puisqu'il est au dénominateur. Donc au bout du compte, votre domaine sera R plus étoile. Donc maintenant, on va calculer les limites de votre fonction. Donc là, on va calculer la limite en 0. Donc quand x tend vers 0 par valeur positive, le ln de x va tendre vers moins l'infini. Ensuite, quand vous calculez donc votre limite, quand x tend vers 0 par valeur positive de 1 plus ln de x sur x, ça va tendre vers moins l'infini. Vous allez donc avoir une asymptote verticale x égale à 0. Après, lorsque vous ferez tendre x vers plus l'infini, vous allez obtenir y qui va être égal à 1 sur x plus ln de x sur x, ce qui va tendre vers 0. Donc là, vous allez avoir une asymptote horizontale, y égale à 0. Donc vous dérivez votre fonction. Donc si on la dérive, vous allez obtenir moins ln de x sur x au carré. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette dérivée? C'est qu'elle va s'annuler en 1.0 pour le point x égale à 1 et y qui est égal à 1.
elles s'annulent en changeant de signe, donc vous avez bien un maximum. Donc, en effet, votre dérivée sera positive si x est inférieur à 1 et elle sera négative si x est supérieur à 1. Ensuite, on calcule la dérivée seconde, c'est-à-dire qu'on dérive 2 fois notre fonction par rapport à x. Vous allez obtenir 2ln de x moins 1 sur x au cube. Votre dérivée seconde va s'annuler pour le point x qui est égal à racine de l'exponentielle et y qui est égal à 0,91. Elle s'annule également en changeant de signe, donc vous avez un point d'inflexion. Donc grâce à ces données, vous allez pouvoir tracer votre tableau de variation qui est représenté sur la gauche, ainsi que votre fonction. On passe à la deuxième fonction, y2, qui est égale à x exposant moins x au carré sur 2. Donc le procédé est le même. On regarde dans un premier temps le domaine de définition. Donc ici, ça va être R tout entier. On a en plus une propriété qui est que votre fonction va être impaire. En effet, si vous calculez f de moins x, vous allez trouver que c'est égal à moins f de x. On calcule ensuite les limites en plus et moins l'infini. Donc quand x va tendre vers plus l'infini, y va tendre vers 0 par valeur supérieure. Quand x va tendre vers moins l'infini, y va tendre vers 0 par valeur inférieure. Donc, vous avez une asymptote qui est y égale à 0. On calcule la dérivée. Donc si vous dérivez cette fonction, vous allez obtenir 1 moins x au carré, facteur de exponentielle moins x au carré sur 2. Cette dérivée va s'annuler pour le point x qui est égal à moins 1 et y qui est égal à moins 0,61 et pour le point x qui est égal à 1 et y qui est égal à 0,61. De plus, elle s'annule en changeant de signe, donc vous allez avoir un extrémum. Donc vous calculez la dérivée seconde, vous obtenez x facteur de x au carré moins 3 fois exponentielle de moins x au carré sur 2. Votre dérivée seconde va s'annuler pour 3 points, et en chacun de ces 3 points, elle s'annule en changeant de signe, donc vous avez 3 points d'inflexion. Donc vous regroupez toutes ces données sur votre tableau de variation, ce qui vous permet ensuite d'en déduire de manière simple le graphe de votre fonction. Donc pour cela, vous aidez des limites, mais également du fait que votre fonction est impaire et donc du coup que vous avez une symétrie. Donc pour ce deuxième exercice, on va repartir exactement sur le même principe. Vous avez y qui est égal à ln de 1 plus x sur 1 moins x, donc on va étudier cette fonction et ensuite vous allez me trouver sa fonction réciproque, donc déjà montrer qu'elle existe et la trouver, et dessiner ces deux fonctions sur le même système d'axes dans un graphique. Donc le domaine de définition de cette fonction, pour qu'elle soit valide, il faut que 1 plus x divisé par 1 moins x soit strictement positif. Donc ça, je vous rappelle que lorsque vous avez ce type d'équation, ce qu'il faut, c'est vous étudier le numérateur et le dénominateur. Donc 1 plus x sera positif quand x est supérieur à moins 1. 1 moins x sera positif quand x sera inférieur à 1. Donc dans votre tableau de signes, vous regardez, ça vous renvoie au final que votre quotient sera positif uniquement quand x sera compris entre moins 1 et 1. Donc là, vous avez votre domaine de définition. Ensuite, on étudie la parité de notre fonction. Vous voyez qu'à ce moment-là, votre fonction f est impaire, puisque lorsque vous calculez f de moins x, vous allez obtenir ln de 1 moins x sur 1 plus x, ce qui peut encore se réécrire sous la forme moins ln de 1 plus x sur 1 moins x, ce qui est égal à moins f de x. Donc votre fonction est impaire. On va passer aux limites. Donc on va calculer dans un premier temps la limite quand x tend vers 1. Donc votre rapport 1 plus x sur 1 moins x va tendre vers plus l'infini. Donc par passage au ln, votre fonction y va tendre vers plus l'infini. Donc ici, vous avez une asymptote verticale d'équation x est égale à 1. Lorsque l'on étudie la limite quand x tend vers moins 1, vous allez avoir 1 plus x divisé par 1 moins x qui va tendre vers 0. Donc le ln, dans ce cas-là, va tendre vers moins l'infini. Donc vous avez une asymptote verticale quand x tend vers moins 1. On calcule les dérivées. Donc avant de commencer le calcul de la dérivée, on peut se rappeler la formule du logarithme. ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc vous allez calculer la dérivée de ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x, et vous allez obtenir 2 divisé par 1 moins x au carré. Donc on peut calculer
la dérivée seconde en dérivant 2 fois de suite votre fonction et vous obtenez dans ce cas-là 4x divisé par 1 moins x au carré, le tout au carré. Donc on peut tracer le tableau de variation. Vous voyez ici que votre fonction est strictement croissante puisque votre dérivée première est strictement positive. En revanche, votre dérivée seconde va s'annuler pour la valeur y égale à 0, enfin x égale à 0. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir un point d'inflexion. Donc en conclusion, on va dire qu'on a bien ici une fonction qui est une bijection et va donc admettre une bijection réciproque dans le sens où elle est strictement croissante et continue. Donc maintenant, on va essayer de calculer notre bijection. Donc on part de la fonction y qui est égale à ln de 1 plus x sur 1 moins x, qui appartient, avec x qui appartient à moins 1, 1. Donc pour trouver la bijection, il va falloir qu'on exprime les x en fonction des y. Donc pour cela, on va déjà se débarrasser du logarithme. Donc on passe tout en exponentielle. Vous allez avoir exponentielle de y qui est égale à 1 plus x sur 1 moins x, qui revient encore à dire exponentielle de y, facteur de 1 moins x qui est égal à 1 plus x. Donc là, si vous passez tous les x dans le même membre, vous allez obtenir exponentielle de y moins 1 qui va être égal à x facteur de 1 plus exponentielle de y. Et donc au bout du compte, vous avez x qui est égal à exponentielle de y moins 1 sur exponentielle de y plus 1. Là, vous avez obtenu votre bijection réciproque et qui aura pour domaine de définition R tout entier. Donc maintenant, on va étudier cette bijection réciproque, notamment sa parité. Donc si vous calculez, vous allez voir que f de moins x est égal à moins f de x, donc votre fonction est impaire. On va calculer ses dérivées. Donc sa dérivée première va être égale à 2 exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1, le tout au carré, ce qui est strictement positif, quelle que soit la valeur de x, donc votre fonction est croissante. Donc dans ce cas, la dérivée seconde va être égale à moins 2 exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1, le tout au cube, facteur de exponentielle de x moins 1. Donc cette dérivée seconde s'annule au point x qui est égal à 0, c'est-à-dire y qui est égal à 0, en changeant de signe. Donc on a un point d'inflexion. Quand x tend vers plus l'infini, y va tendre vers 1. On a donc une asymptote horizontale d'équation y qui est égale à 1. Et quand x tend vers moins l'infini, vous avez y qui va tendre vers moins 1. Donc on a une asymptote horizontale d'équation y qui est égale à moins 1. Donc on peut regrouper l'ensemble de ces informations sur le graphique suivant, où ici vous avez votre fonction y qui est égale à ln de 1 plus x sur 1 moins x, avec ces deux asymptotes verticales en moins 1 et en 1, et son point d'inflexion en 0, et la bijection réciproque, x qui est égal à exponentielle de y moins 1 sur exponentielle de y plus 1, avec ces deux asymptotes horizontales, et aussi son point d'inflexion en 0. Donc pour ce troisième exercice, je vous ai donné plusieurs limites à calculer. Donc tout comme dans le TD d'avant pour les dérivées, ici je vais juste vous donner le résultat final de votre limite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser lors de la séance BQR. Donc avant de commencer ces calculs de limites, je vous rappelle une formule que l'on a vue en cours qui vous dit que lorsque vous avez une forme indéterminée 0 sur 0, dans ce cas-là, pensez à utiliser la règle de l'hôpital. Donc pour la première, grand A, vous obtiendrez pour la limite 2. Pour grand B, ça sera 1 sur n. Pour C, vous obtiendrez 1. Pour D, moins 3 demi. Pour E, vous aurez exponentielle sur 2. Pour F, 1 sixième. La limite de G va donc être égale à moins 1 quart. Et H va être égale à 1. Donc voilà, on en a fini pour cette partie sur l'étude des fonctions. On va continuer avec le TD4, où là on va regarder tout ce qui est dérivée différentielle, mais pour des fonctions de plusieurs variables. Donc on va commencer par un calcul très simple, où vous allez essayer à partir de la fonction grand F qui a 3 variables, x, y et z, de me calculer les dérivées partielles première et seconde. Puis ensuite en déduire la différentielle totale.
Donc on va commencer pour cette fonction grand F. Donc je vous rappelle que si vous voulez calculer la dérivée partielle d'une fonction par rapport à la variable x, dans ce cas-là vous allez considérer y et z comme des constantes. Donc on va obtenir 8y au carré z au cube moins 6xyz plus 10x. Donc cette fonction que vous avez dérivée une première fois par rapport à x, vous pouvez la dériver une deuxième fois par rapport à votre variable x. Donc vous considérez toujours y et z comme des constantes. Et là, on va obtenir moins 6yz plus 10. En revanche, votre fonction que vous aviez dérivée par rapport à x une première fois, vous pouvez la dériver la deuxième fois par rapport à la variable y. Donc dans ce cas-là, c'est x et z qui sont constantes. Et on va obtenir 16yz au cube moins 6xz. Pour la troisième dérivée seconde, ce que vous pouvez faire, c'est la dériver par rapport à la variable z. Donc x et y sont une constante, et on va obtenir 24y au carré z au carré moins 6xy. Donc on peut repartir cette fois sur le fait que vous avez votre fonction f et que vous la dérivez par rapport à votre variable y. Donc vous considérez x et z comme des constantes, et on obtient 16xy z au cube moins 3x au carré z plus 4. Pour le calcul des dérivées secondes, on peut la dériver une deuxième fois par rapport à x. Donc on va obtenir 16yz au cube moins 6xz. Sinon on peut également la dériver une deuxième fois par rapport à y. Donc on va obtenir 16xz au cube. Ou on peut la dériver une deuxième fois mais par rapport à la variable z. C'est-à-dire qu'ici y et x sont des constantes et on va obtenir 48xyz au carré moins 3x au carré. Pour finir, on peut dériver notre fonction par rapport à la variable z, ce qui va nous donner d rond f sur d rond z, qui est égal à 24x y au carré z au carré, moins 3x au carré y, plus 27 z au carré. Donc cette première dérivée, on peut la dériver une deuxième fois par rapport à la variable x, ce qui nous donne 24y au carré z au carré, moins 6xy. On peut la dériver une deuxième fois par rapport à la variable y, donc 48xyz au carré, moins 3x au carré. Ou alors, on peut la dériver par rapport à la variable z, ce qui nous donnera 48xy au carré z plus 54z. Donc maintenant, pour la différentielle totale, vous obtiendrez votre différentiel d grand F, qui va être égal à la dérivée de votre fonction par rapport à x fois dx, plus la dérivée de votre fonction par rapport à y fois dy, plus la dérivée de votre fonction par rapport à z fois dz. Donc pour ce deuxième exercice, on va partir d'une nouvelle fonction qui est la fonction f de xy qui est égale à x arctangente de y sur x plus ln de y sur x. Donc l'ensemble ici de définition, il va falloir supposer que y sur x est supérieur à 0. Donc dans un premier temps, on vous demande de calculer la différentielle totale de votre fonction. Ensuite de calculer les dérivées partielles secondes et de vérifier le théorème de Schwartz. Et enfin de calculer la valeur de l'expression e. Donc on va partir de notre fonction. Donc je vous rappelle juste ici que lorsque vous voulez dériver une fonction arctangente, donc arctangente de u, de x, où vous avez une fonction composée, sa dérivée, ça va être égal à u' divisé par 1 plus u au carré. Donc vous pouvez appliquer cette formule-là pour calculer la dérivée partielle de votre fonction par rapport à x, c'est-à-dire d rond f sur d rond x. Vous allez obtenir arctangente de y sur x, moins xy divisé par x au carré plus y au carré, moins 1 sur x. Si vous dérivez votre fonction par rapport à y, donc d rond f sur d rond y, ça va être égal à x au carré divisé par x au carré plus y au carré, plus 1 sur y. Donc au final, votre différentiel va être égal à d rond f sur d rond x dx plus d rond f sur d rond y dy, donc ce qui vous donnera la formule dans l'encadré bleu. Maintenant, on va calculer les dérivées partielles secondes. Donc on a 4 dérivées partielles secondes. On a la première où on a dérivé une première fois par rapport à x, donc c'est la fonction entre parenthèses. Et ensuite, cette fonction-là, on veut la dériver une deuxième fois par rapport à y. Donc vous allez obtenir 2xy au carré, divisé par x2 plus y2, le tout au carré.
Donc ensuite, on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on part de notre fonction f, on la dérive une première fois par rapport à y, donc c'est ce qui est dans la parenthèse, et ensuite on dérive par rapport à x. Donc on va l'obtenir 2xy au carré divisé par x2 plus y2, le tout au carré. Donc vous voyez que ces deux dérivés-là ont le même résultat, le théorème de Schwartz est bien vérifié. Donc ensuite, votre fonction, vous pouvez la dériver deux fois par rapport à votre variable x. Donc dans ce cas-là, vous allez obtenir moins 2y au cube sur x au carré plus y au carré, le tout au carré, plus 1 sur x au carré. Mais on peut également la dériver deux fois, mais par rapport à la variable y, et on va obtenir moins 2yx au carré divisé par x2 plus y2, le tout au carré, moins 1 sur y2. Et pour finir, donc la question petit e, vous voyez que si vous remplacez par les valeurs que vous avez obtenues pour vos dérivées partielles secondes, dans l'expression e, elle va être égale à 0. Donc là, on va partir de l'équation d'état d'un gaz, donc l'équation de Van der Waals, qui vous est donnée, qui va dépendre à la fois donc de votre pression P, de votre volume V, de la température T, en sachant ici que A, B et R sont des constantes. Donc on va vous demander dans un premier temps de calculer le volume critique et la température critique grâce aux deux équations qui vous sont données. Ensuite, on va en déduire la valeur de la température critique. Et enfin, on finira par en déduire une nouvelle forme de l'équation. On part de l'équation de Van der Waals. On exprime P en fonction des autres variables. Donc on va obtenir P qui va être égal à RT divisé par V moins B moins A sur V au carré. Donc ce que l'on cherche, c'est la valeur de T et de V lorsque la température critique est atteinte, c'est-à-dire lorsque la dérivée partielle par rapport à V va être égale à 0, et lorsque l'on dérive deux fois notre fonction P par rapport à V et qui est égale à 0. Dans ce cas-là, lorsque l'on considère T comme la température critique, si on dérive notre pression par rapport à V, on va obtenir moins RT sur V moins B au carré plus 2A sur V au cube. Et si on la dérive une deuxième fois par rapport à V, on obtient 2RT divisé par V moins B au cube moins 6A sur V exposant 4. Donc maintenant, on utilise la condition qui nous dit que pour une température critique atteinte, dans ce cas-là, vous allez avoir que la dérivée première par rapport à V est égale à 0 et la dérivée seconde par rapport à V est égale à 0. Dans ce cas-là, ce qu'il vous reste à faire, c'est résoudre le système à partir des valeurs obtenues précédemment. On doit résoudre le système moins RT sur V moins B au carré plus 2A sur V au cube qui est égal à 0. 2RT sur V moins B au cube moins 6A sur V exposant 4 qui est égal à 0. Donc, on passe dans le membre de droite les termes en 1 sur V au cube et 1 sur V exposant 4. Puis on fait la division membre à membre des deux équations. En simplifiant, vous allez donc obtenir V moins B sur 2 qui va être égal à V sur 3. Donc ici, votre V va correspondre à votre volume critique VC. Donc, au final, le volume critique est égal à 3B. À partir de l'équation 1, on peut maintenant en déduire la température critique, TC. Donc en effet, vous avez R fois TC qui va être égal à 8A sur 27B. Donc après, pour la question petit b, on vous demande, à partir de ce que vous avez obtenu précédemment, d'en déduire votre pression critique. Donc votre pression critique va être égale à RT sur V moins B moins A sur V au carré. Donc il suffit de remplacer par les valeurs qu'on a obtenues et vous allez obtenir A sur 27B au carré. Donc maintenant, pour la question petit c, on vous dit qu'on pose les trois valeurs suivantes pour grand P, grand T et grand C et d'en déduire une nouvelle forme pour votre équation. Donc il suffit de remplacer par ces valeurs-là. Donc vous allez avoir A sur 27B au carré fois petit p, plus A sur 9B au carré V au carré, le tout facteur de 3B fois V moins B, qui va être égal à 8A divisé par 27B fois T. Donc vous mettez
en facteur le A sur 27B au carré. Et en simplifiant, vous allez obtenir B plus 3 sur V au carré, qui est facteur de 3V moins 1, qui est égal à 8T. Donc ensuite, on avait une deuxième petite question qui était de montrer que si on a petit p et petit t qui sont positifs, alors V va être supérieur à une valeur qu'il faut préciser. Donc, si petit p et petit t sont positifs, vous avez 8t qui va être positif, vous allez avoir p plus 3 sur v au carré qui va être positif. Donc ça vous implique que la valeur 3v moins 1 doit être positive. Donc on va en déduire que v doit être supérieur à 1 tiers. Donc v doit être supérieur à votre valeur critique sur 3, ce qui vous donne v supérieur à b. Donc on va passer à l'exercice 4 où on va repartir sur le même exercice que tout à l'heure avec une bobine d'inductance à une certaine résistance. Donc avec la formule Z égale la racine de R au carré plus L au carré oméga 2. Donc ici ce que l'on va faire, dans l'exercice du TD2, on faisait varier uniquement une variable à la fois. Là, on va faire varier plusieurs variables à la fois, vu qu'on va considérer que Z est une fonction de plusieurs variables. Donc par exemple, à la question A, on va faire varier à la fois R et L. Et on va vous demander de comparer, dans ces cas-là, les variations que vous avez obtenues, exactes et approchées. Et à la question petit b, on va calculer les incertitudes absolues et relatives. Quand vous aurez R qui variera et L qui variera. Donc là, je vous ai rappelé les formules de départ. Maintenant, pour calculer la variation exacte, quand vous avez R qui a diminué de 100 et L qui a augmenté de 5, vous allez calculer votre inductance quand vous avez R qui diminue de 100 et qui varie et qui augmente de 5, donc dans votre équation, et vous allez soustraire à votre inductance de départ qui était de 13 741. Donc dans ce cas-là, vous allez obtenir 1054 ohms pour variation. Donc ça, c'est votre variation exacte. Maintenant, on va calculer la variation approchée. Donc votre variation approchée, c'est tout simplement votre différentiel des Z, en sachant que R et L, ce sont les deux variables. Donc votre différentiel total, ça va être égal à la dérivée de Z par rapport à R fois dr, plus la dérivée de Z par rapport à L fois dl. Donc vous allez obtenir R sur Z dr, plus 4 pi au carré f au carré L sur Z dl. Donc je vous rappelle ici que dr c'était moins 100 et dl c'était plus 5. Donc au bout du compte, votre différentiel total est égal à 1000 ohms, donc est du même ordre de grandeur que ce que vous avez obtenu pour la valeur exacte. Donc ensuite, on va vouloir calculer les incertitudes absolues et relatives. Donc je vous rappelle que pour calculer l'incertitude absolue pour une fonction g qui a par exemple trois variables, x, y et z, vous allez l'obtenir en faisant la valeur absolue de d rond g sur d rond x fois la valeur absolue de dx, plus la valeur absolue de d rond g sur d rond y fois la valeur absolue de dy, plus la valeur absolue de d rond g sur d rond z fois la valeur absolue de dz. Donc là, on va appliquer la même chose à la question petit b, où on vous demande de calculer l'incertitude absolue de delta z. Donc si vous appliquez cette formule-là, vous allez obtenir 252 ohms. Bon, donc maintenant, on va calculer l'incertitude relative delta z sur z. Donc je vous ai rappelé dans le cadre rouge, pour une fonction g quelconque, comment est-ce qu'on calcule son incertitude relative. Donc ça sera delta g sur g, ce qui va être égal à 1 sur g en valeur absolue, facteur de d rond g sur d rond x fois dx, le tout en valeur absolue, plus d rond g sur d rond y dy en valeur absolue, plus d rond g sur d rond z fois dz, le tout en valeur absolue. Donc ici, si vous appliquez ce calcul, vous allez obtenir 0,018. Donc au bout du compte, comment écrire votre résultat? Donc vous avez deux options possibles. Soit vous dites que Z c'est 13 700 ohms plus ou moins 300 ohms. Soit Z c'est 1,37 plus ou moins 0,03, le tout fois 10 exposant 4 ohms. Donc au bout du compte, votre incertitude relative va être égale à 2%. Donc je vous rappelle que lorsque l'on est en incertitude, on majore toujours. D'accord? Donc il faut toujours prendre la borne supérieure. Donc le 1,8% devient du 2%. Donc on va passer à l'exercice 5 où on a la période t d'un pendule qui vous est donnée ici, qui va dépendre de t0 et de n, deux variables. Donc on va faire varier t0 et n.
Et on vous demande de calculer l'incertitude relative et l'incertitude absolue pour cette mesure de grand T. On calcule T qui est égal à 2 fois 5000 sur 5001. Ensuite, pour calculer l'incertitude relative, on calcule delta T sur T. Donc je vous rappelle que delta T, ça sera égal à la valeur absolue de dt sur dn, c'est-à-dire quand vous dérivez T par rapport à n, multiplié par dn, plus la dérivée partielle de T par rapport à T0, multiplié par delta T0, le tout en valeur absolue. Donc delta T sur T va être égal à delta T0 sur T0 plus delta n divisé par n facteur de n plus 1, avec delta T0 qui est égal à la valeur absolue de dt0 et delta n qui est égal à la valeur absolue de dn. Donc en remplaçant par les valeurs, on va obtenir que votre incertitude relative est égale à 1,3 10 exposant moins 6. Donc pour finir, votre incertitude delta t va être égale à 2,6 10 exposant moins 6. Donc l'écriture de votre résultat final sera le suivant, 1,999600 secondes plus 0,000003 secondes. Donc je vous rappelle ici que l'on arrondit donc à l'unité supérieure, donc vous obtenez 3 10 moins 6. Donc là on a fini tout ce qui est partie exercice. Donc la cinquième partie, TD5, correspond uniquement à des QCM que vous pouvez regarder par vous-même. Ça ressemblera à ce que vous aurez au concours et ils seront corrigés lors de la séance BQR. Alors je finirai ce cours en vous disant surtout de ne pas hésiter de poser toutes les questions sur ce que vous n'aurez pas compris. Donc j'y répondrai avec plaisir lors des séances BQR. Une remarque toutefois importante, lorsque vous enverrez les questions, je prendrai uniquement en compte les questions qui seront formulées de manière lisible. Donc par exemple, tout ce qui sera question sous format SMS ne sera pas pris en compte. Et pour finir, donc je tiens à remercier l'ensemble des personnes de la cellule TIS pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée pour la réalisation de ce DVD.